Bonjour à tous. Alors quand on pense à la Suisse, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Les montagnes majestueuses, les lacs, le chocolat bien sûr, une véritable carte postale. Mais derrière cette image d'Épinal, il y a une autre réalité. Une réalité faite de béton, d'acier et d'une volonté de fer. On va explorer ensemble les secrets de ce qu'on appelle la forteresse suisse. Regardez ça, c'est le contraste parfait. À gauche, l'image officielle, accueillante, paisible. Et à droite, la réalité cachée. Une nation presque obsédée par sa propre défense, où le plus mignon des chalets peut en fait dissimuler des fortifications souterraines. Et ce n'est pas du tout une contradiction. En fait, ces deux visages sont les deux faces d'une même pièce. Pour comprendre cette dualité, il suffit en fait de jeter un œil à une carte. La Suisse, c'est ce petit pays coincé entre d'énormes puissances européennes. Et depuis des siècles, la question est toujours la même, comment on fait pour rester indépendant quand on est entouré de géants? Et jamais cette menace n'a été aussi concrète que pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez, en quelques années à peine, la Suisse se retrouve complètement encerclée par les forces de l'Axe. À ce moment-là, pour beaucoup d'observateurs, l'invasion n'est plus qu'une simple question de temps. Alors, face à une menace pareille, que faire? Eh bien, la Suisse a mis au point ce qu'on appelle la stratégie du hérisson. L'image est assez parlante, quand un hérisson est menacé, il ne s'enfuit pas, non, il se met en boule et il dresse ses piquants. Pour la Suisse, l'idée était la même, rendre le coût d'une invasion tellement élevé que l'agresseur se dise « non, ça n'en vaut pas la peine ». Et la première application concrète de cette stratégie, c'est le fameux Renu national. Une idée assez radicale, née pendant la Seconde Guerre, et qui va littéralement transformer le cœur montagneux du pays. Le plan imaginé par le général Henri Guisan était d'une audace folle, il faut le dire. L'idée, abandonner les villes, les plaines, bref, tout le plateau où vivait la majorité des gens, et laisser l'envahisseur entrer. Pendant ce temps, l'armée, elle, se replierait dans les Alpes pour mener une guerre d'usure. C'était un sacrifice absolument immense qui était envisagé. Et voilà la clé de la dissuasion expliquée par le général Guisan lui-même. Le but, ce n'était pas de gagner une grande bataille, non. Le but, c'était de menacer de détruire ce qui était le plus précieux pour l'Axe, les tunnels alpins qui étaient vitaux pour relier l'Allemagne à l'Italie. Le message était clair, si vous nous envahissez, vous pouvez dire adieu à ces passages pour des années. Et pour que la menace soit crédible, les Suisses ont déployé des trésors d'ingéniosité. C'est incroyable. Le paysage lui-même est devenu une arme. Des granges qui cachaient en fait des canons anti-chars, de faux rochers qui étaient des postes de tir. Le pays tout entier était un piège géant, prêt à se refermer. Mais attention, la défense, ce n'était pas que du béton, elle était aussi psychologique. On a ressorti les grands mythes nationaux, comme celui de Guillaume Tell, ce héros qui résiste à l'oppresseur. L'objectif, c'était de souder la nation, de renforcer la volonté de se battre jusqu'au bout, village par village, vallée par vallée. La menace nazie s'estompe, mais une autre arrive, encore plus terrifiante, la menace d'une guerre nucléaire. La stratégie du hérisson va alors passer à un niveau supérieur, en s'enfonçant encore plus profondément sous terre. Et c'est là qu'une loi absolument unique au monde a été votée. À partir de 1963, chaque nouvelle construction, que ce soit une maison, un immeuble, une école, devait avoir son propre abri anti-atomique. Le sous-sol suisse s'est alors transformé en un immense réseau de bunkers. Pour bien se rendre compte de l'échelle de ce projet, on va regarder quelques chiffres, c'est assez parlant. D'abord, la population de la Suisse, environ 8,7 millions de personnes. Maintenant, le nombre de places disponibles dans tous ces bunkers, tenez-vous bien, 9,3 millions. Ce qui nous amène à ce chiffre complètement fou, 107%. Oui, vous avez bien entendu. Il y a plus de places protégées dans les bunkers qu'il n'y a d'habitants en Suisse. C'est le seul pays au monde à pouvoir abriter la totalité de sa population. Évidemment, avec le temps et la menace qui s'éloignait, un certain cynisme a commencé à apparaître. Ce dessin l'illustre très bien. Certains ont commencé à se demander à quoi servaient vraiment ces abris si coûteux, et les voix critiques ont suggéré qu'ils servaient peut-être plus à se protéger des autres qu'à se défendre d'une véritable bombe. Bon, la guerre froide est terminée, on est au XXIe siècle, alors que sont devenues toutes ces fortifications? Sont-elles juste des reliques d'un autre temps? Eh bien, beaucoup de ces installations ont trouvé une seconde vie, et c'est souvent très créatif. D'anciens forts militaires sont devenus des musées. Les postes de commandement sont des caves d'affinage parfaites pour le fromage, et des bunkers sont maintenant des centres de données ultra sécurisés, ou même des hôtels un peu insolites. C'est la reconversion d'une nation fortifiée. On pourrait donc se dire, ok, l'histoire est bouclée, la forteresse suisse, c'est du passé. Mais l'histoire récente nous a réservé une petite surprise. Regardez cette chronologie, c'est fascinant. En 2018, un système d'artillerie de forteresse est jugé inutile, bon pour la casse. 4 ans plus tard, la guerre est de retour en Europe. Et là, coup de théâtre, le chef de l'armée envisage très sérieusement de réactiver ce même système. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bien protégé sous la montagne qu'il est quasiment indestructible. Le passé n'est peut-être pas si mort que ça. Alors, comment on réconcilie tout ça? Comment on fait le lien entre la Suisse de la carte postale, la Suisse neutre et pacifique, et cette nation armée jusqu'aux dents, prête à tout faire sauter? La réponse, évidemment, n'est pas simple. Le débat fait toujours rage chez les historiens pour savoir ce qui a vraiment sauvé la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la vérité, comme souvent, se trouve probablement quelque part entre les deux extrêmes. En gros, il y a deux grandes théories. La première, c'est que la dissuasion militaire a marché. Le hérisson a montré ses piquants, et l'envahisseur a jugé que le coût était trop élevé. La seconde théorie, c'est que la Suisse était bien plus utile en tant que banquier et partenaire économique pour l'Axe, une sorte de coffre-fort neutre au milieu d'une Europe en flammes. Et au final, l'image de la carte postale et celle de la forteresse ne sont pas opposées. Ce sont les deux faces d'un même pragmatisme suisse. La paix et la prospérité, c'est la carte postale. Mais elles sont garanties par une préparation constante au pire des scénarios, c'est la forteresse. C'est un selfie complexe, comme le dit très bien ce dessin.